Bonjour à tous et toutes, j'espère que le son est bon pour tout le monde. Donc, bienvenue dans cette conférence à distance sur les assureurs LPS et ou sans notation financière. On va parler un petit peu de ce qui a évolué, ce qui a changé depuis 2016 ou pas. D'emblée, pour présenter les conférenciers, je suis obligé de dire que malheureusement l'un d'entre eux, Florent Lacalle, rédacteur en chef de l'ATSI, qui a préparé cette présentation avec nous, n'a pas pu se joindre à nous pour cause de Covid-19. Donc, nous allons faire sans lui. Et sinon, pour présenter donc les co-conférenciers, donc Ludovic Daugeron, responsable juridique de la CSCA, Stéphane Choiset, cabinet Choiset et Associés, et moi-même, Christian Bellissin d'Ergo France. Merci. Alors, rapidement, après quelques mots d'accueil, nous allons faire un état des lieux des assureurs LPS et ou sans notation financière. Nous allons parler un petit peu des causes de cette crise. Puis, Stéphane Choiset nous parlera du courtier grossiste et du principe de responsabilité du courtier grossiste, avant de débattre sur quelles solutions à cette crise. Et j'enchaîne directement. Donc, pour ceux qui sont certainement nombreux à ne pas le savoir, il y a eu une conférence il y a 4 ans, organisée déjà par la CIF en octobre 2016. Alors, à l'époque, il n'y avait encore pas beaucoup de dégâts avérés. Il y avait par contre déjà un certain nombre de dommages anticipés. Et malheureusement, la suite a montré que c'était largement vrai et même au-delà. Et donc, nous allons, au cours de cette conférence, faire un petit peu le point par rapport à ce qui avait été dit il y a 4 ans. Et est-ce qu'on a pu pleinement tirer les leçons de tout cela? Alors, un rapide état des lieux. Quelques assureurs qui, malheureusement, ne sont plus parmi nous depuis 2016. On va commencer par Enterprise Insurance, donc basé à Gibraltar. Liquidation en 2016, actif en France essentiellement en auto, via le courtier Eurodommage. Passif estimé à ce jour, 260 millions d'euros. Gable Insurance, qui a d'abord été à Gibraltar avant de déménager au Liechtenstein, liquidé en 2016, actif en France en RC décennal, avec un passif estimé à 300 millions d'euros. Alpha Insurance, au Danemark. Je vous ai indiqué le volume de primes, le dernier volume de primes connu, pour donner une idée de la taille de la compagnie. Liquidation 2018, avec un passif estimé à ce jour à 90 millions d'euros. Ce à quoi je dois immédiatement préciser que ce passif aurait été bien plus lourd si la loi danoise sur les faillites n'avait pas suspendu les garanties en 2018 à la date de suspension de l'agrément, et si le fonds de garantie danois n'avait pas joué son rôle et était venu rembourser une fraction des primes aux assurés français. Sans cela, bien entendu, le passif d'Alpha aurait été bien plus élevé, puisqu'on parle de garantie longue. Elite Insurance à Gibraltar, en fait, nous nous retrouvons devant le même scénario, donc un passif estimé à 70 millions de livres sterling, mais là aussi, pour le droit des faillites de Gibraltar a permis aux liquidateurs de dénoncer les contrats tout récemment. Et donc, toutes les garanties dommages ouvrages ou décennales souscrites par Elite sur la période 2015-2017, évidemment, ont été beaucoup plus courtes que prévu. Acasta, à Gibraltar, un acteur de plus petite taille, qui n'est pas en faillite, mais il a dû arrêter la souscription qu'il avait démarrée en assurance construction en 2016, sous l'injonction du régulateur, et dans la foulée, il a stoppé toute activité en ligne de prestation de services pour se concentrer sur le marché britannique. Le cas le plus intéressant, CBL, assureur basé en Nouvelle-Zélande, qui a implanté en 2017 une filiale en Irlande, présent dans 25 pays. Pour vous donner une idée des enjeux, donc les dernières primes connues en 2017, 270 millions d'euros. Donc liquidé en 2018 et 2019, il y a plusieurs entités. Le passif est indéterminé pour la simple et bonne raison que le liquidateur de la holding de tête, en mai 2019, a arrêté les frais en disant qu'il n'y a plus un centime dans la caisse.
donc je m'arrête de travailler. Et donc, au total, on estime de 250 000 à 500 000 contrats en déshérence en France, pardon. Je commence déjà. Voilà. Ce qui n'est pas grand-chose par rapport au Royaume-Uni. Il y a plus d'1 million de contrats impactés. Elite assure tout seul, pour vous donner une idée, au Royaume-Uni, c'est plus de 800 000 contrats. Et malheureusement, on va devoir rentrer un peu plus dans le détail du cas le plus emblématique, qui est, je dirais, la galaxie SFS CBL Alpha Elite, qui mérite qu'on rentre un petit peu dans le détail. Donc SFS, c'est un courtier qui fait ses débuts à La Réunion en 2003, d'emblée sur le secteur de la construction, un marché très contraint à La Réunion. Et à partir de 2005, il commence déjà à utiliser Alpha Insurance avec une réassurance apportée d'abord par un réassureur bermudien, Greenlight Re, puis très vite CBL. CBL, en 2009, pour vous donner une idée de la taille du groupe, c'est 9 millions de primes. C'est un tout petit assureur sans activité domestique en Nouvelle-Zélande, uniquement hors de ses frontières. Et déjà, SFS est son premier apporteur. On voit qu'en 4 ans, CBL passe de 9 millions à 134 millions de primes, dont les 2 tiers en France, avec un rating à l'époque assez médiocre, B+. En 2014, CBL arrive à faire une émission obligataire d'environ 30 millions d'euros à un taux d'intérêt, comme vous voyez, très élevé. Le prospectus de cette émission obligataire présente de manière tout à fait explicite la dommage ouvrage française comme une superbe niche de rentabilité dont les recours sont automatiques, ce qui malheureusement est assez loin de la réalité que connaissent les acteurs du marché de l'assurance construction française. Et sur la base de cette solvabilité renforcée, CBL réussit à s'introduire en bourse en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2015. Au fait de sa gloire, CBL sera valorisé plus de 400 millions d'euros. Donc, suite à une augmentation de capital en 2016, son rating est augmenté à A- et CBL en profite pour racheter son principal apporteur, SFS, qui était en vente et qui ne trouvait pas forcément d'autres acquéreurs. En 2017, ça se précipite. Les dirigeants de CBL vendent une partie de leurs actions. Dès juillet, le régulateur néo-zélandais manifeste enfin des premières restrictions. Il faut savoir que depuis 2013, en fait, il y avait des discussions entre le régulateur et CBL, mais qui n'ont pas été rendues publiques. En novembre 2017, CBL contracte un emprunt bancaire de plus de 80 millions d'euros, quelques 6 semaines avant d'être sanctionné par le régulateur luxembourgeois. Excusez-moi, avant que le régulateur luxembourgeois ne sanctionne SFS et que quelques mois après, comme vous le voyez, la cotation de CBL soit suspendue et donc il soit interdit de souscription. Ce n'est qu'à partir du moment où on aura une décision d'arrêt de l'activité de CBL que l'on saura que CBL provisionnait en assurance construction sur la base de 1% de ratio sinistre à prime. Comme les spécialistes le savent, en droit français, les assureurs construction sont tenus de provisionner 100% de la prime nette de courtage. Il y a donc eu un sous-provisionnement massif de CBL. Et bien entendu, tous ces acteurs sont aujourd'hui disparus. Encore pour compléter l'état des lieux, les dernières faillites, ce n'est pas tout à fait fini. Kudos, un acteur plus petit, toujours au Danemark, environ 120 millions de primes, avec un petit volume d'activité en France, en RC et en RC décennal, liquidé en novembre 2018. Et le dernier en date, tout récent, en juin dernier, Gefayan, au Danemark encore, actif en France, surtout en auto, également en RC, dans le secteur des discothèques. En fait, Gefayan, pour toute l'activité auto, a pris la suite d'Enterprise. Le même courtier a replacé, après la liquidation d'Enterprise, a replacé ses affaires auprès de Gefayan avant que ceux-ci soient liquidés eux-mêmes. Un petit mot sur des acteurs qui, eux, sont toujours là, sur lesquels le marché se pose des questions. Les 2 assureurs en LPS, sans notation financière.
Millennium Insurance Company, basée à Gibraltar, avec des primes émises de l'ordre de 100 millions d'euros en 2019, dont 70% en France, en RC, RC décennal, dommages d'ouvrage et d'autres secteurs divers, présentant un ratio de solvabilité 2018 de 144%, un total de bilan de 179 millions. Ce sont des chiffres 2018 parce qu'à ce jour, Millennium n'a pas publié ses comptes 2019, en tout cas pas publiquement. Et donc, distributeur exclusif en France, Leader Insurance. Casualty General, à Gibraltar, a été actif en dommages d'ouvrage et RC décennal jusqu'en 2016. Continue son activité en caution en France. En 2019, 17,7 millions. Ratio de solvabilité 124%, représenté en France par le courtier Equity. Ces deux compagnies sont toujours solvables. Alors, évidemment, là, c'était la partie que l'on avait prévue pour Florent Lacaze, qui devait nous exposer le point de vue des victimes. On ne va malheureusement pas pouvoir en parler beaucoup, en dehors du fait qu'évidemment tout cela s'écoule dans le temps. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de soudain, ça se voit au fur et à mesure. Et donc, c'est évidemment très compliqué. On va passer sur cette slide parce que malheureusement, je n'ai pas pu avoir beaucoup de matière. Non, c'est logique, c'est les conséquences qu'on voit au niveau des professionnels, au niveau des particuliers, elles sont partagées par le marché. Alors, des obligations de souscription de nouvelles assurances, les problématiques de rachat du passé pour les sinistres dans lesquels il y a déjà des sinistres réalisés, le BCT qui est un système qui a vocation à, on va dire, permettre à une assurance obligatoire d'exister, mais qui de fait est complexe à utiliser pour les acteurs, en tout cas en termes de vitesse, de rapidité, et de la méfiance des professionnels à l'égard des assureurs LPS, elle se développe en même temps que celle des courtiers et des intermédiaires. Et Ludovic, je ne sais pas ce que… Non, on est effectivement, les différents points qui sont relayés là par des victimes sont effectivement remontés également aux courtiers, puisque les courtiers qui ont placé ces affaires auprès de ces assureurs aujourd'hui se retrouvent seuls. Seuls à devoir gérer la reprise des risques et seuls à gérer les sinistres et être perdus, puisque en fait ils sont confrontés à un droit de la liquidation qui n'est pas le droit national, le droit français, et un superviseur qui est globalement très lointain, voire silencieux dans un certain nombre de cas. Oui, c'est une réelle difficulté. La question peut-être sous-jacente, mais ça renvoie à ta slide d'introduction, c'est de se dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est-à-dire, si on prenait souvent, je crois, la dernière conférence, l'image du tsunami, l'eau bout, se retire, la vague arrive. Où est-ce qu'on en est? Quand on en parle avec des professionnels du secteur, on a tendance à dire qu'aujourd'hui, le pire est à venir. Le pire est à venir déjà compte tenu du délai long du risque, et que là, potentiellement, l'eau est en train de se retirer, mais le gros de la vague, même si parler de vague n'est pas forcément très habile aujourd'hui, le gros de la vague va arriver. Et on a aussi, dans les problèmes que les professionnels doivent affronter, on a à peu près dans plusieurs pays européens des fonds de garantie, mais ils s'obéissent à peu près tous à la même logique, c'est-à-dire privilégier un marché national et pour ceux qui sont à l'extérieur, difficile. Donc de toute façon, ça suppose d'avoir des juristes, ça suppose d'avoir des avocats qui vont faire un tour sur la législation nationale concernée pour voir si on peut éventuellement matcher avec le fonds de garantie local. Mais pratiquement, c'est compliqué. C'est-à-dire que si c'est le courtier ou l'intermédiaire qui doit faire tout ça, avec le risque derrière qu'on engage sa responsabilité à un moment ou à un autre, oui, je peux comprendre qu'il y a une méfiance qui se développe depuis 2016. Alors, une précision, parlant des fonds de garantie, j'ai parlé de l'intervention du fonds de garantie danois sur Alpha. Il faut savoir que dans la foulée, donc le Danemark a modifié sa législation et son fonds de garantie, dorénavant, n'interviendra que pour les risques au Danemark. Voilà, c'est ça. C'est logique. Logique, absolument. On sauve ces nationaux, tout en mettant en avant l'idée que la LPS, la libre prestation de service, est un formidable instrument au regard du développement de l'Europe. Mais voilà, on a le principe et puis on a l'exception derrière. Parce que l'Europe de l'assurance est encore une théorie. Oui. C'est bien le problème. Sachant en plus, on va en reparler, que les Français sont les grands spécialistes de l'assurance obligatoire et que tout à l'heure, tu évoquais un assureur néo-zélandais bien connu, à qui on a vendu effectivement que la dommage d'ouvrage s'était gagnant tout le temps
et qu'il n'y avait évidemment jamais aucun problème pour récupérer ce qui était avancé. Donc, je ne sais pas si on leur a vendu comme ça ou s'ils ont voulu l'entendre comme ça, mais cette logique au fond de transformer l'assurance en produit financier, alors qu'on n'a pas forcément une connaissance des mécanismes de l'assurance obligatoire, fait aussi partie de l'équation des problèmes et des responsabilités. Sur le cas de, Sans aller, sur le cas de CBL, personnellement, j'ai la conviction, parce que CBL a quand même été sur le risque pendant presque 10 ans. Donc, je pense qu'ils ont eu largement le temps de se rendre compte que les recours n'étaient pas aussi simples, surtout qu'on n'est pas adhérent au mécanisme de marché pour automatiser les recours. De même, CBL, même en tant que réassureur d'élite, par exemple, c'est le premier déclic, il est venu en fait de Gibraltar, parce que CBL, en tant que réassureur d'élite, provisionnait moins qu'élite, ce qui est en réassurance proportionnelle, ce qui semble aberrant. Donc moi, je pense que CBL, ça fait très bien ce qu'il faisait. Et pour les particuliers, c'est la même chose. On en parlera. Les actions en justice, la résiliation des contrats, le fait de se retrouver dans une opération et de ne pas être assuré. On a déjà en France un contentieux récurrent qui est celui du non-achèvement des chantiers. Si en plus on se trouve dans des logiques où, oui, c'est ravageur en termes de confiance dans les mécanismes de protection des consommateurs. Donc, ce que l'on peut dire, en tout cas, hein, pour prendre des exemples concrets, c'est, puisqu'il n'y a effectivement aujourd'hui pas de solution pour les assurés de l'alpha, d'élite ou de CBL, ce sont des particuliers, par exemple, avec un constructeur de maison individuelle qui est tombé en faillite, avec donc une maison avec une inflation grave, et il n'y a personne. Il y a peut-être une solution par le biais de la RCMS, mais ça, on en parlera. Oui, non, mais il y a peut-être une solution par ce biais-là. Mais bon. Je vous propose d'enchaîner avec les causes de la crise, telles qu'on peut les déterminer. Pardon. Voilà. Alors, bon, d'abord, il y a quelques slides qui nous présenteront la vision de l'assureur, et après, nous aurons la vision du courtier. Ces causes, en fait, que je vous détaille ici après, ce sont des causes qui ont été établies non pas par moi, mais par le régulateur britannique, parce qu'au Royaume-Uni, cette problématique a fait beaucoup de dégâts depuis plus longtemps que nous. Et donc, on peut les synthétiser comme suit. Donc, les causes de défaillance sur le plan financier, c'est l'absence de notation financière de ces assureurs, des fonds propres parfois constitués d'emprunts obligataires. On a parlé de CBL, mais Alpha, Defiance, c'était pareil. Un recours à la réassurance plutôt qu'aux fonds propres. Une activité lancée sans expérience préalable. Souvent, pour ne pas dire systématiquement, on parle d'assureurs qui se sont lancés sur des risques qu'ils ne maîtrisaient pas, pour lesquels ils n'avaient pas d'activité sur leur marché domestique, sans échange préalable avec le régulateur, clairement avec un manque de système et de contrôle, et une externalisation même des fonctions centrales comme l'actuariat ou l'informatique, par exemple Alpha. En pleine activité, Alpha, c'était plus de 200 millions de primes gérées par 18 personnes. Tout, absolument tout, est externalisé. Sur le plan assurantiel, les problèmes rencontrés venaient justement de cette externalisation de la souscription, de la gestion, de l'indemnisation, pas d'activité domestique, j'en ai déjà parlé. Une souscription souvent avec des données insuffisantes, une concurrence par le prix, des documents contractuels approximatifs, une absence ou une incapacité à auditer les délégataires, et surtout, bien sûr, le plus douloureux, surtout pour des branches comme la dommage-ouvrage, qui sont faites normalement pour une indemnisation rapide, une gestion obstructive des sinistres, facilitée par l'absence d'implantation locale de l'assureur. Autrement dit, dans nombre de dossiers, soit pour, notamment par exemple pour Elite, les clients ont dû traîner Elite au tribunal pour essayer de se faire indemniser. Je confirme. Pardon, décidément. Enfin, chez l'assureur, clairement, on a montré un besoin de clarté sur les rôles et responsabilités. Au fait de savoir, SFS était décrit, y compris par des courtiers d'assurance, comme étant
l'assureur leader du marché de l'assurance construction. Il n'y a pas trop de nuances après. Oui. Clairement, un manque d'information préalable sur l'appréciation de la sécurité financière de l'assureur. On pourrait dire à la limite, si un client est tout à fait informé auprès de qui il souscrit des risques que ça comporte, pourquoi pas. Clairement, en tout cas dans le cas de l'SFS, la mariée a été présentée extrêmement belle à chaque fois. Une insuffisante responsabilisation des intermédiaires utilisés dans la chaîne de distribution et une application contre-productive des règles des marchés publics. Je m'explique. Nous avons eu des cas où l'agent souscripteur, c'est-à-dire le courtier délégataire de l'autorité de souscription, c'est purement et simplement mis comme assureur au contrat. Que lorsque les sinistres sont survenus, le même courtier a dit « Ah, mais moi, je ne suis que le courtier, je ne suis pas l'assureur, je ne suis pas tenu de régler les sinistres. » Et tout ça est parti donc, en justice et la justice lui a donné raison. Donc, excusez-moi, je suis en train de faire un petit décalage. Ce n'était pas tout à fait de ça dont je voulais parler. L'application contre-productive des règles des marchés publics, c'est en fait un cas où SFS a attaqué en justice donc une collectivité parce que son offre moins-disante n'avait pas été retenue par le client qui avait préféré des assureurs plus solides. Mais maintenant, il reste à écouter le point de vue du courtier. Alors, le point de vue du distributeur n'est pas opposé au point de vue de l'assureur. Là où, par rapport à ta question, Christian, la présentation qui était faite d'SFS, ce qu'il est important de souligner, c'est qu'un certain nombre de courtiers, Pascal Dessuet notamment, et la CSCA avaient alerté à l'époque sur ces conditions, ces pratiques de souscription, en y voyant notamment par le biais de notre commission construction, des conditions un peu exotiques de souscription. Et plusieurs messages avaient été alertés, avaient été adressés en ce sens. Donc, je dirais que c'est là où il faut le nuancer d'ailleurs assez fortement. Il n'y avait pas une adhésion forcément massive au sujet. Trop d'adhésion, visiblement, puisqu'il y a eu un pépin, mais en tout cas, l'alerte avait été diffusée. Là où je dis qu'on n'est pas dans une position opposée, c'est qu'on partage globalement un certain nombre de conclusions qui ont été faites par les distributeurs, par les assureurs. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est quand même sur une crise qui est multifactorielle. Je pense qu'il ne faut pas se dire la problématique de la LPS construction, c'est que la construction. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est d'ailleurs une problématique de LPS plus globale, l'aboutissement de la construction du marché européen de l'assurance. Ce n'est pas qu'une problématique d'un courtier grossiste, ce n'est pas qu'une problématique d'un courtier distributeur, ce n'est pas qu'une problématique d'un assureur. C'est tout un ensemble. Alors, quand on dit ça, l'idée n'est pas de diluer les responsabilités. Je pense qu'il faut les examiner isolément pour bien en comprendre les causes et y trouver les moyens de remédiation adaptés. J'ai simplement rajouté quelques petits facteurs de l'époque qu'on a peut-être tendance à oublier parce que le temps passe et qu'aujourd'hui, on a d'autres chats à fouetter, notamment avec cette crise sanitaire, économique et sociale. Mais à l'époque, on était encore dans une crise. La crise de 2008, ou plutôt les crises qui sont succédées à partir de 2008, qui ont déjà profondément chamboulé le secteur de l'assurance dans son ensemble, avec des équilibres qui ont été sensibles, l'assurance vie qui permettait de gagner de l'argent ne permettait plus d'en gagner, les fondamentaux de l'IRD, comme on gagnait de l'argent en vie et en immobilier, on se permettait d'avoir des ratios combinés qui n'étaient pas forcément très équilibrés, mais tout ça se compensait. La crise de 2008 a été un arrêt brutal de ce point de vue-là, et il a fallu redresser aussi les marchés en IRD, et notamment en construction. Il faut se souvenir qu'il y a eu à l'époque une difficulté qu'on ne peut pas ignorer d'accès au marché de la construction, de l'assurance construction français par un certain nombre de clients. On a donné plusieurs exemples quand j'ai essayé de bien comprendre l'historique. C'est les jeunes entreprises, sans trop d'historique, c'était difficile.
voilà, moins de 5 ans, les petites entreprises qui n'avaient pas forcément une surface financière énorme du fait de leur jeunesse face à des primes qui étaient élevées, on était en phase de redressement technique, et puis des activités qui n'étaient pas ou peu souscrites. Alors, il est vrai que je me souviens, à la dernière conférence, on a dit, mais enfin, il y a un mécanisme très clair dans ce cas-là, c'est le BCT. Oui, c'est vrai, mais le BCT n'offre pas toutes les garanties, enfin, n'offre pas. On n'impose pas toutes les garanties au titre du contrat. Donc, c'est un mécanisme, mais un mécanisme voilà, qui ne répond pas à un besoin d'immédiateté des professionnels, des TPE, des PME du marché de la construction. Parce qu'encore une fois, on parle d'un secteur qui est extrêmement hétérogène. Le deuxième élément qu'il ne faut pas oublier dans cette crise-là, parce que je pense que finalement, tout s'imbrique, c'est à l'époque une politique de rationalisation, c'est beau comme terme, mais derrière la réalité plus crue, des codes courtage par les assureurs. Quand je dis que les assureurs ont rationalisé les codes courtage, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de courtiers les assureurs avaient beaucoup de courtiers actifs, plus ou moins actifs, passifs, mais qui étaient codés chez eux. Sauf que ça coûte de l'argent à animer, et c'est une réalité. Et à l'époque, du fait de la crise, les assureurs ont refermé les codes, restreint les codes, c'est encore vrai aujourd'hui, aux apporteurs les plus actifs. Donc, du coup, qu'est-ce que ça a fait? Un effet d'aubaine pour certains acteurs qui ont dit, mais nous, on prend. Nous, on va répondre à votre besoin. Et je pense que SFS a en partie joué dessus. Le troisième point, c'est le cadre de supervision prudentielle et les pratiques commerciales. Aujourd'hui, on est en 2020, on a la DDA, on a S2. On se dit, on a toutes les armes pour agir. Mais ça, DDA et S2 sont des réglementations récentes. Et j'aurai l'occasion d'y revenir à la fin de l'intervention. Le mécanisme de la LPS, il est quand même ancien, hein, c'est le marché unique qui le permet. Pour autant, sa supervision, on voit bien qu'elle est complexe. Elle est compliquée, c'est-à-dire qu'on a des acteurs qui ne connaissent pas notre marché et les particularités de notre marché, qui ont un agrément du fait du passeport européen pour venir jouer sur notre terrain. Mais notre terrain de jeu, il est compliqué. Donc tout ça mélangé crée un effet d'aubaine, oui, parfois pour des acteurs indélicats, mais voilà, ce qu'il ne faut pas, c'est stigmatiser, comme d'aucuns ont pu le faire en disant c'est de la faute des courtiers. Non, je pense que c'est un raccourci. La faute de certains courtiers, oui, c'est certain. Il y en a un, vous l'avez cité. Mais les courtiers, notamment, et ne l'oublions pas aussi, les courtiers, quand on parle des courtiers, c'est aussi une réalité hétérogène. Le point qui est certain, c'est que le courtage, 89%, c'est des TPE, des très petites entreprises de 1 à 4 salariés. 89%. Donc 89% pourtant qui sont présents sur tout le territoire, qui sont au contact des artisans et qui doivent répondre aux besoins économiques. Donc quand on leur parle de dire bah oui, mais il y a le BCT, il faut challenger les assureurs, il faut aller négocier. Ouais, mais quand vous êtes une TPE de 1 à 4 salariés, la réalité, ce n'est pas celle-là. C'est que l'assureur, vous comptez presque pas pour lui. C'est dur de le présenter comme ça. Mais dans un contexte de marché tendu, c'est extrêmement difficile. Là où je voudrais conclure, c'est de dire, et on y reviendra aussi, attention, ce n'est pas une histoire passée. Il restera les sinistres à gérer, mais tous ces ingrédients font que l'histoire pourrait se reconstruire, se refaire sur d'autres segments. Et ce qu'on vit à l'heure actuelle, dans le cas de la crise du Covid, on le voit bien, les renouvellements vont être compliqués. Les garanties sont restreintes sur un certain nombre de périmètres, la pandémie, le risque cyber et autres. On pourrait avoir de la place pour d'autres acteurs, vertueux peut-être, et ce sera très bien, peut-être des fois moins vertueux. Donc prudence. Est-ce que je peux donner le point de vue d'un avocat juste? Oui, je pense que si vous voulez, on va en parler tout à l'heure, mais il y a toute la problématique au fond de est-ce que les courtiers auraient pu faire mieux pour la sélection des assureurs en LPS? Je crois qu'il faut se souvenir quand même d'une chose, c'est-à-dire qu'un courtier ou un intermédiaire n'est pas un enquêteur, ce n'est pas un régulateur bis, ce n'est pas un OPJ, ce n'est pas un enquêteur de police. Et quand vous avez des trous dans la raquette, comme on l'a vu au niveau de la supervision au niveau européen, vraiment, c'est difficile, si vous voulez, d'aller dire à quelqu'un, d'ailleurs, il y a eu des recours, on en a parlé tout à l'heure, qui a le passeport, de lui dire non, on ne peut pas vous prendre parce qu'on ne vous croit pas, même si votre régulateur ne vous est pas tombé dessus. Pour donner un exemple qui soit précis, parlons de Gibraltar. Sur Gibraltar, sur les 10 dernières années,
il y avait à peu près 80 acteurs. Sur les 80 acteurs, il y en a en 10 ans, la moitié qui ont soit disparu, soit qui ont cessé de produire ou en tout cas de vendre en LPS à l'étranger. Ça veut dire quoi du régulateur de Gibraltar? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en présence de gens qui n'ont pas fait leur travail. Et on a un vrai problème de niveau d'égalisation de l'intervention des régulateurs. Donc, on peut toujours trouver un bouc émissaire à notre niveau local, mais il faut aussi, si vous voulez, mettre les régulateurs, et je mets la CPR dans le lot, face à leurs responsabilités. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne les prennent pas. En tout cas, la CPR ne les prend pas. D'autres commencent effectivement à intervenir. On l'a vu avec GFION, on a vu un certain nombre de régulateurs qui interviennent, qui exigent, qui demandent, qui font cesser la souscription à l'étranger. On a une évolution globale du niveau. Mais on ne peut pas parler d'égalisation. Or, ce système de passeport européen ne peut fonctionner sainement que si tout le monde applique à peu près le même niveau de contrôle et d'exigence face à la solvabilité, face à la méthode de distribution. Donc, il ne s'agit pas de nier les responsabilités des acteurs économiques, notamment des distributeurs. Il s'agit aussi de les replacer dans un système qui est malsain à la base. Ça s'améliore actuellement. On le voit, il y a des tendances au niveau européen à essayer on va dire, de faire converger les principes de contrôle. Un mot également, si vous me permettez. D'abord, pour te rejoindre, Ludovic, sur le fait de dire typiquement, parce qu'on a beaucoup parlé de construction ou un peu d'automobile, bon, ces acteurs que j'ai cités avant sont intervenus sur des segments beaucoup plus divers que ceux-là. Mais le facteur commun, c'est que typiquement, ils sont intervenus sur des secteurs où l'offre était relativement contrainte. En automobile, c'était sur des garanties temporaires, par exemple. Bon, les mêmes acteurs sont intervenus hors de France également très largement, j'en ai un petit peu parlé, toujours sur des segments très difficiles où l'offre était effectivement limitée. Un mot sur les régulateurs, parce qu'effectivement, forcément, on parle tout de suite de ce sujet-là. Bon, de mon point de vue, les régulateurs, il y a eu une évolution. Il y a quelques années, le sujet était mis de côté, n'était pas évoqué. Aujourd'hui, clairement, après tout ce qui s'est passé, on voit qu'il y a des échanges entre les régulateurs européens. On a d'ailleurs, donc, tu as parlé de directive distribution, qui a donné pouvoir aux régulateurs locaux d'intervenir en cas de dysfonctionnement, on va dire, du marché. Et la CPR s'est saisie de cette possibilité pour sanctionner symboliquement Elite, parce que Elite ne souscrivait plus, mais néanmoins, ça constitue un précédent important. Un cas qui n'a pas du tout été connu, donc, mais qui est assez récent. Donc, au début de cette année, nous avions un assureur maltais, Accélérant, qui avait décidé de se lancer avec de grosses ambitions sur en tout cas, sur le marché de l'assurance construction français, à l'aide d'un agent souscripteur qui, j'en ai peur, a déjà distribué quelques assureurs que j'ai déjà cités. Et clairement, il y a dû y avoir des échanges dont nous n'avons évidemment pas eu connaissance entre le régulateur français et le régulateur maltais, parce que Accélérant a tout simplement tourné Kazakh. Donc, et on peut supposer que le régulateur français s'est ému de la politique de provisionnement que Accélérant tiendrait sur l'assurance construction. Donc, on voit que les régulateurs bougent, lentement peut-être, sachant que typiquement, les régulateurs interviennent surtout a posteriori. Leur travail, c'est de contrôler les chiffres a posteriori. Et rappelons que là aussi, dans les différents acteurs que j'ai cités, nombre d'entre eux ont déguisé leurs chiffres plusieurs années durant à leurs régulateurs respectifs. Donc, ce n'est pas très simple. Oui, ça veut dire que c'est un problème complexe. Non. Mais si on s'obstine à chercher un responsable et un bouc émissaire, le système va se reproduire. Il faut que l'ensemble du marché, justement, comprenne que pour que la LPS et que le marché unique, je suis un fervent défenseur de ce système, mais pour qu'il ait un sens et qu'il soit protecteur des intérêts des assurés, il faut qu'on joue la même règle du jeu avec les mêmes contraintes et effectivement, on sanctionnera ceux qui manquent à leurs obligations. Mais voilà, cette idée qu'il y aurait nécessairement des courtiers responsables me pose un problème. Je le vois, on va en parler tout à l'heure quand on va parler de la CPR. La façon dont la CPR interprète le code des assurances, notamment par rapport aux grossistes, au vu de ces éléments-là, ça se discute. Non, mais je pense que
Je ne cherche pas à prétendre que Non, je ne dis pas de ça, mais il y a une petite musique qui est alors que la solution n'est que collective. À mes yeux, elle ne peut être que collective. Tant qu'on n'aura pas une solution collective, on aura des dossiers, les avocats seront heureux. On aura des contentieux à gérer, on aura des dossiers à traiter. Mais ce n'est pas ça la bonne solution. Voilà, donc, non, mais c'était juste pour donner mon avis vu de l'extérieur. Moi, je pense, si on parle spécifiquement de l'assurance construction, je pense qu'on a eu tous les comportements parmi les distributeurs. On a des distributeurs, des courtiers très sérieux qui ont dit, bien entendu, on ne va jamais travailler avec ces gens-là, mais on perd nos clients. On a eu des gens comme SFS qui ont été à l'autre extrême et on a eu toute la palette entre les deux. Est-ce que Oui, effectivement, c'est peut-être le moment pour les questions. On a eu quelques-unes. Je vous ai dit, du coup, Dites-moi oui. on a une question. Pourquoi toutes ces informations factuelles, organisationnelles et financières des LPS ne sont pas disponibles aux courtiers? Alors, c'est juste parce que il y a des tentatives justement pour faciliter l'accès à l'information. Enfin, personnellement, je peux évoquer le groupe de discussion que j'ai créé il y a 3 ans sur LinkedIn, InsurWatch, qui a justement pour objet de faciliter l'accès à l'information de tous ceux que ça intéresse. La difficulté, on y reviendra sur ce point-là, je crois vers la fin de la présentation, c'est sur il y a de l'information. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'au titre de solvabilité 2, une partie de l'information doit être rendue publique et elle est publique. Encore faut-il pouvoir savoir l'interpréter. C'est un job à part entière. Et je rejoins Stéphane, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le rôle du courtier que de faire l'analyse prudentielle, actuarielle de l'assureur. Ce n'est pas son activité, ce n'est pas sa compétence. S'il l'a pour lui, tant mieux. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ça pose le problème de la publicité et 2, de l'accessibilité, de la compréhension de la publicité qui est faite. Je pense qu'il y a quelque chose effectivement à réfléchir, à construire. Alors, il y a des initiatives des acteurs privés, mais je pense que, et on en reparlera, je ne vais pas enlever la suite, mais je pense qu'à la base du système, c'est au superviseur de réfléchir à l'accessibilité de cette information. Oui, et son actualisation, et effectivement à sa subtilité, parce qu'on va le voir dans les critères qu'on a identifiés, notamment avec le groupe de travail InsurWatch, il n'y a pas de solution magique pour déterminer si on est en présence d'un assureur sérieux ou, comme on le disait quand on a commencé à en parler il y a quelques années, exotique. Ils ne sont pas si exotiques que ça, ils viennent de l'autre côté de la frontière. Mais il y a l'idée qu'au fond, oui, quels sont les critères intelligents, intelligibles et accessibles, c'est tout le problème, et sérieux, c'est aussi un autre problème, par lesquels on peut effectivement se poser la question de savoir si c'est une bonne idée d'aller vers tel assureur ou tel autre. Alors, il y a quand même quelque chose qui a changé ces dernières années avec le fait que les assureurs sont tenus de publier leur rapport de solvabilité et leur ratio de solvabilité SCR. C'est imparfait, bien sûr, mais si on compare le ratio de solvabilité SCR d'un assureur par rapport, par exemple, au ratio moyen du marché, ça donne une indication. Ça, c'est relativement simple à appréhender. Si je peux compléter, Christian, le problème aujourd'hui, c'est que quand on revoit l'histoire, aujourd'hui, on se dit, bah oui, c'était évident. Donc, tout ce qui vient de Gibraltar, il ne faut pas y aller. Mais remettons-nous 5-6 ans en arrière où tout ça ne s'était pas produit. On se dit, bah, ça a l'air de marcher puisque personne ne dit rien, notamment les superviseurs laissent passer les trains et ne réagissent pas. C'est compliqué. Et c'est vrai que la notion de ratio de solvabilité, on voit le SCR, MCR, bon, on entend plus parler du SCR que du MCR, tant mieux. Mais qu'est-ce que 144% qui peuvent devenir 90% le temps d'une crise, le temps d'un mouvement, et même les notations, parce que si on regarde CBL, qui avait un rating de A-, oui, A-, ce qui est plutôt… Mais uniquement parce qu'il avait réussi à lever des fonds sur la base d'informations fausses et à s'introduire en bourse dans la foulée. Oui, sur la base d'informations donc, fausses. oui, on revient à la sincérité des comptes. On revient à la sincérité des comptes et à l'examen fait par les superviseurs et autres. Je veux dire, c'est là toute la difficulté, on y reviendra. Vous vous rendez compte, encore une fois, pour un courtier, un agent, un intermédiaire, TPE,
seul ou avec 1 à 4 salariés, faire ça. Complexe. Éminemment complexe. C'est bien pour ça qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Moi, je suis convaincu que les assureurs, en général, doivent faciliter l'accès à l'information sur eux-mêmes, à leurs distributeurs, et qu'on doit tirer vers le haut le niveau d'information disponible pour faciliter la tâche des courtiers. Sachant que, sauf erreur de ma part, on n'a pas encore parlé de la répartition grossiste-importeur dans le schéma. On va y aller. Mais je crois qu'on a une deuxième question. Oui, on nous demande que pensez-vous du placement par AXR Insurance, je suppose. Axray. Axray, donc, Non, ce n'est pas un assureur, c'est un courtier. d'accord, auprès de la compagnie Brest-Bugey. Qu'est-ce que l'on peut dire? Bon, Axray est une entité de la Galaxy Leader Insurance qui a placé des risques auprès de cette mutuelle d'une taille très modeste qui s'est lancée dans l'assurance construction. Au moins, c'est un sujet où le régulateur français devrait se sentir concerné. Ça, voilà. Maintenant, je dirais, comme si on ne cherche pas plus loin, c'est vrai que ça semble difficile. Ça m'a l'air d'être une expression compliquée. Après, tout dépend, je dirais, du volume souscrit. Si c'est un volume important, ça posera logiquement problème à brève échéance. Si c'est très modeste, parfois, pourquoi pas. Je ne sais pas si... C'est toujours la même chose. Les risques longs doivent être gérés par des gens qui ont l'habitude de traiter des risques longs. Donc, ils ont l'habitude de les provisionner, ils ont l'habitude d'attendre. Voilà, le propre de notre système français en droit de la construction, c'est de raisonner sur un long terme. Donc, il faut comprendre que les provisions qu'on doit constituer vont servir pendant très longtemps. Et ce n'est pas un disponible qui permet de se lancer sur des opérations et des raids bancaires ou boursiers. Ça devrait être logique, mais apparemment, ça n'est pas chez tous les assureurs en LPS. Moi, ce qui me soucie le plus, et indépendamment de cette question, c'est de dire, mais moi, un assureur ne délègue bien que ce qu'il fait bien. Donc, il me dit, un assureur qui délègue la souscription à un courtier doit savoir de quoi il parle. Est-ce que donc, la mutuelle du Brest-Bugey a les compétences nécessaires en assurance construction? Je n'en sais rien. Moi, c'est plutôt ça qui me soucierait. C'est un problème franco-français. Oui. Ça a cet avantage, donc la CPR, pour Oui, les la CPR, regardez, devra, a priori, se et prononcer la sur mutuelle le devra assumer effectivement le contrôle de la CPR, justifier de qui est un contrôle permanent. Alors, Christian, juste, vous avez un son de voix qui est plus bas. D'accord. Ces messieurs, il faut juste augmenter un petit peu, on Ok. nous le demande. On nous demande également en assurance construction, que faut-il faire alors que les attestations quant aux attestations Millennium, elles ne respectent pas le formalisme notifié dans le Code des assurances et suivant, alors on a cité l'article, et les recours sont-ils perdus? Quel que soit l'assureur, si les attestations n'ont pas le formalisme requis, je pense que le Ludovic est plus compétent que moi dans ce domaine, je pense que de toute manière, ça n'empêche aucunement les recours. Je partage. Le problème n'est pas au niveau de la forme, mais plutôt au niveau de la disponibilité des fonds. On nous demande si le Brexit ne va pas contribuer à régler une partie du problème des compagnies à Gibraltar. Alors, oui, ça va l'aggraver. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel régime juridique il va falloir assumer derrière sur des contentieux qui seront des contentieux. Là, on va traiter, si vous voulez, Gibraltar, donc l'Angleterre, comme étant un pays à l'autre bout de la planète. Donc, les règles qu'on a pour habitude d'utiliser pour faire des procès sont des règles qui vont être bouleversées. On ne les connaît pas encore, puisqu'on le voit avec actuellement le Brexit. On a le chaud et le froid au niveau de nos amis de la perfide Albion. C'est leur expression, c'est eux qui l'ont inventé. Non, mais je veux dire, quand on voit la façon dont Boris Johnson est en train de renégocier l'accord, de modifier l'accord qu'il a accepté, on ne sait pas. Donc oui, pour répondre à la question, s'il y a des dossiers qui peuvent être traités rapidement avec les autorités de régulation, soit de Gibraltar, soit avec les liquidateurs des sociétés d'assurance à Gibraltar, je conseille vivement de les traiter maintenant, quitte à faire un rabio sur le montant de la réclamation. Parce qu'après, ça va être très compliqué.
Alors, nous avons une autre question. Ne doit-on pas imposer aux assureurs de communiquer certains ratios dans certaines lignes de business, S sur P, recours, etc., en plus de ratios de solvabilité pour établir des comparaisons fiables? C'est compliqué, hein. Il n'y a pas de réponse parfaite. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas mal d'acteurs pensent à aller dans cette direction. J'en veux pour preuve le rapport de la CPR qui vient de sortir, qui rentre pas mal dans le détail des résultats, y compris des assureurs intervenant en LPS, et à mon avis, qui a pour finalité de donner là aussi des moyens de comparaison sur la solvabilité. Maintenant, pour répondre à la question, c'est vrai que c'est, bon, surtout dans des garanties très longues, un ratio S sur P, ça n'est pas suffisant non plus pour donner une opinion. De mon point de vue, même si ce sont des outils imparfaits, la notation financière ou les ratios de solvabilité restent la meilleure approche. Et justement, la personne enchaîne avec la notation financière qui a déjà été très largement montré ses limites dans le passé, est identifiée comme une des causes de la crise financière en 2018. Par quoi pourrait-on la compléter? 2008, pardon. Alors, après, c'est pas, mon avis, je pense que c'est un élément parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il faut raisonner non pas en termes de cause unique ou d'information, une source d'information unique, il faut raisonner avec un faisceau d'indices. Et la notation, le SCR sont des éléments qui permettent, ce sont des bons indices. Après, ce n'est pas des indices suffisants. Vous pouvez avoir par exemple l'ancienneté sur un marché. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Le fait que vous avez une filiale en France avec du personnel dédié en France. Elite, dont tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce que lui a reproché la CPR de mémoire? C'est de ne pas avoir de service de gestion de sinistres. Oui, ils ont arrêté de gérer les sinistres. Ils ont arrêté pendant 3 mois de gérer les sinistres. Donc, si vous voulez, il y a une idée au fond que le bon assureur ou le bon système de distribution est un système complet avec des gens d'expérience qui connaissent leur sujet, avec une bonne comptabilité bien contrôlée, avec un régulateur sérieux. Donc, c'est un ensemble d'éléments. C'est le monde parfait, là, mais globalement, je pense que si on prend le problème à rebours, c'est plutôt une série d'indices qui permettent de déterminer si on est en présence d'une opération qui est une opération vers laquelle on doit aller ou pas. Je me permettrai, je vais pas préciser, je renvoie à ta présentation après le courtier grossiste, où Oui, on va en parler, parce qu'on évoque les solutions, mais je pense que la clé est encore à la supervision. J'y reviendrai. En plus de... J'y reviendrai. On va continuer du coup. Oui, je pense qu'on doit peut-être enchaîner. Oui, parce qu'on n'a pas parlé en fait de la façon dont le système de distribution est organisé par les assureurs. Les assureurs LPS, j'allais dire exotiques, j'ai gardé ça en mémoire depuis qu'on en a parlé il y a 10 ans. Il y a cette idée au fond que vous avez 2 intermédiaires, un qui est le courtier grossiste, donc tout le monde sait comment ça fonctionne, c'est celui qui ne va pas au contact de la clientèle, mais qui va au contact de l'assureur, dont le statut juridique est régulièrement, là j'ai encore un article à l'Argus sur le statut hybride des courtiers grossistes. Son statut est très discuté. Est-ce que c'est un intermédiaire, pas un intermédiaire? Avec la DDA, on a plutôt tendance à considérer que c'en est un. Mais donc, si vous voulez, on peut discuter du fait de savoir si le courtier grossiste est un courtier comme les autres. Et ce courtier grossiste fait travailler un réseau, et on rejoint ce que tu disais, Ludovic, de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de courtiers apporteurs qui, eux, sont au contact de la clientèle et qui, eux, vont effectivement être amenés à aller voir le client et en retour à subir le choc de retour si l'assureur ne fonctionne pas. Donc, alors, une précision avant juste pour dire, puisqu'on va parler du courtier grossiste, tout ça, notamment dans un contexte où le nombre de courtiers grossistes grandit fortement. Oui, tu en avais le nom. Donc, le MEDI a répertorié 92 courtiers grossistes donc, cette année, ce qui est une augmentation forte par rapport aux années précédentes. C'est un système qui a du sens. Bon, là, on ne va pas faire de l'exégèse de chaque texte, mais en gros, si vous allez, vous savez, dans l'équifrance, il y a une fonction qui est fabuleuse, c'est que vous mettez une expression précise et vous regardez si le code en parle. Sur le code des assurances qui n'ont rien à envier en taille et en poids au code du travail aujourd'hui, vous faites courtier grossiste, il n'y a rien.
Ça n'existe pas. Donc, si vous voulez, c'est logique qu'on le retrouve dans le texte de l'article 511.1 qui parle de la distribution d'assurance. Donc là, on est post-transposition DDA, on est d'accord. Ce n'est pas celle que moi j'ai connue quand j'étais jeune avocat, mais c'est à peu près la même, proposer, déconclure, etc. Et logiquement, dans l'article 511.2, on a effectivement les courtiers qui sont définis comme des courtiers d'assurance ou de l'assurance. Donc le courtier grossiste, aux yeux de la loi, n'existe pas. Mais aux yeux de la pratique, il est absolument déterminant dans l'organisation du système de l'assurance aujourd'hui. Et on a une certaine forme de difficulté au niveau de la Cour de cassation qui a un petit peu de mal à suivre au fond la pratique. La CPR va plus vite, qui est effectivement de tirer, si vous voulez, une logique de responsabilité, qui est celle notamment qui a été posée dans un arrêt, évidemment j'ai mal ça, il est là, du 23 mars 2017. Donc ça concernait la société April, le courtier grossiste intervenait dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance, sur délégation de l'assureur. Alors la délégation, moi quand je suis arrivé, je suis un civiliste à la base, quand je suis arrivé dans le domaine de l'assurance, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, la délégation? Juridiquement, c'est considéré comme un mandat, même si on parle de délégation. La délégation en droit civil, ça n'a absolument rien à voir. Donc là, on nous dit que cette gestion administrative déléguée par l'assureur n'avait ni proposé le contrat d'assurance, ni participé à l'élaboration de sa proposition d'assurance. On a exactement déduit qu'elle n'était pas débitrice à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseil. En clair, c'est celui qui est en lien avec l'assuré ou le candidat assuré, le candidat adhérent, qui est tenu de l'obligation d'information, remise des documents ou devoir de conseil. On aurait très bien pu imaginer un système où, retenant qu'on est en présence de deux intermédiaires, ces devoirs d'information, ces devoirs de conseil se cumulent, pas très pratique, mais la position de la Cour de cassation, c'est de dire non, conformément d'ailleurs à ce qui avait été, ça, mais je pense que la CSR pourra peut-être mieux nous l'expliquer, c'est conforme à ce qui avait été mis en place avec le protocole du 14 mai 2009 de mémoire, le code de conduite qui effectivement, au fond, a anticipé ce que la pratique juridique n'a pas su accompagner, c'est-à-dire que vous avez au niveau de la CSCA déterminé quelles étaient les responsabilités et aussi qui était propriétaire de la clientèle, si je me souviens bien. Arrête pas, tout à fait, non, je te laisse. Voilà. Alors, ça, donc, ça veut dire qu'on est en présence, si vous voulez, c'est la deuxième chambre civile, c'est celle qui est spécialisée en assurance. Sauf qu'il y a toute une série de 8 arrêts du 16 janvier 2019. J'ai fait un examen sur les 4 dernières années de toutes les arrêts de la Cour de cassation qui traitaient peu ou prou de la question de la responsabilité des courtiers grossistes. Là, c'était sur un prêt in fine, donc ce n'est pas dit si c'est de l'intermédiation courtage bancaire ou financière, mais ou de l'intermédiation assurance, donc je ne peux pas pas de certitude. Par contre, on part du principe qu'on était dans un débat sur le fait que le préjudice sur un prêt in fine était révélé à la victime à la fin du prêt, ce qui est une façon de reconnaître que le courtier grossiste a la responsabilité. Alors, c'est la première chambre civile. La première chambre civile, c'est effectivement celle qui s'occupe notamment des problématiques banques, mais aussi des problématiques RC, principes généraux du droit. Donc, pour vous dire, on a en fait, avec certitude dans notre monde de l'assurance, l'arrêt du 23 mars 2017, et en le dernier état, on en est toujours là. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de confirmation claire. Au niveau de la Cour de cassation, on en a eu au niveau des juridictions du fond, mais au niveau de la Cour de cassation, on n'a pas de confirmation claire de cette idée. On va quand même plutôt dans l'idée que le courtier grossiste ne peut pas être recherché au titre de sa responsabilité dans l'élaboration d'une police d'assurance. Et si on pousse le raisonnement pour parler de courtier, ça n'existe pas bien évidemment, mais de courtiers qui auraient, on va dire, de mauvais sentiments à l'endroit de l'assureur qu'ils vont choisir, ou de mauvais sentiments à l'égard de leurs assurés, ça voudrait dire que si on raisonne bien, autant le courtier apporteur pourra voir engager sa responsabilité, autant le courtier grossiste ne pourra pas voir engager sa responsabilité, quelle que soit la façon dont il a été amené à choisir l'assureur exotique avec lequel il travaille. Donc ça, c'est la position actuellement de la Cour de cassation. Elle mériterait vraiment d'être débattue et elle mériterait vraiment d'être affinée parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des nuances qui sont infinies, si vous voulez, entre la petite TPE qui travaille avec un énorme courtier grossiste et qui, de toute façon, sait très bien que ce courtier… Mais d'un autre côté, vous avez la TPE qui a besoin absolument d'une attestation d'assurance et qui n'arrive pas à l'obtenir et qui va se tourner vers un autre courtier grossiste. Difficile, si vous voulez, d'être aussi figé que ce que dit la Cour de casse, mais pour l'instant, c'est comme ça que c'est appliqué. Et surtout, c'est appliqué par les juridictions du fond, c'est le slide suivant. Alors, c'est 23 mars 2017, excusez-moi, c'est pas 2012.
Responsabilité écartée du courtier grossiste, s'il ne propose pas par lui-même, le contrat participe à l'élaboration de la proposition. On a 2 arrêts, 3 avril 2018, 14 décembre 2017. Par contre, et là on en revient à une espèce d'orthodoxie par rapport à ce qu'a dit la Cour de cassation, on retiendra par contre le courtier grossiste dans sa responsabilité s'il permet et autorise le souscripteur à solliciter des informations supplémentaires, notamment avec une ligne téléphonique dédiée. En clair, en réendossant le conseil et en réendossant la relation avec l'assuré, on récupère en plus pour le courtier grossiste la responsabilité qui va avec. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 novembre 2017. Donc ça, si vous voulez, on a une lecture par rapport au schéma économique de la Cour de cassation qui est un peu compliquée. Parce qu'au fond, la Cour de casse dit, s'il y a un problème, c'est au niveau effectivement plutôt des apporteurs. La CPR n'a pas du tout la même approche. Vous savez que la CPR a une approche, on va dire, j'ai hésité à mettre au fond le principe d'efficacité, oui, mais il y a une idée de transparence qu'on retrouve un petit peu en droit fiscal ou en droit pénal. C'est en gros, peu importe les qualifications, ce qui est important, c'est les problématiques économiques. Et on le voit notamment dès une conférence de la CPR du 8 juin 2018, où il y a une mise en avant très claire du lien entre le problème LPS et la responsabilité des courtiers grossistes. Et on a aussi dans un communiqué de la CPR du 9 octobre 2019, où on nous explique bien toutes les problématiques sur le démarchage téléphonique concernent tous les acteurs de la chaîne de distribution, courtiers grossistes, etc., etc. Donc, la CPR, on va dire, est plus dans un principe de réalité. La Cour de cassation est plus dans une logique d'intellectualisation du droit des assurances. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus. Mais ça pose un problème parce que nous, on va parler de quoi essentiellement? De schémas grossistes distribués par des apporteurs. Donc, est-ce que les apporteurs seraient, entre guillemets, les seuls responsables? Je ne pense pas en général, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais même entre les courtiers grossistes et les apporteurs, ce n'est pas si simple que ça. Pour apporter, merci Stéphane, pour apporter quelques compléments par rapport à ta présentation sur le courtier grossiste. Alors, pour répondre à la question, est-ce que le courtier grossiste se considère comme courtier pour les côtoyer au quotidien? Je vous dis, la réponse est clairement oui. Il s'estime comme courtier en termes de modèle économique et j'allais dire, de modèle vis-à-vis du client. Le courtier grossiste, quand on regarde, parce que par rapport à cette présentation, on peut se dire que c'est une espèce de no man's land juridique. Oui et non. J'aurais plutôt tendance à dire non que oui, parce que effectivement, sous la définition de l'activité d'intermédiation issue de la DIA, bon, on peut se poser la question présentation, proposition, conclusion, qui suppose le lien direct. La DDA a ajouté de mémoire dans l'article R511.1 l'animation des réseaux de distribution. Ça, c'est le cœur du job, un des cœurs de job du courtier grossiste, ce qui le fait du coup intégrer la définition légale, réglementaire pour le coup, de l'intermédiaire d'assurance. N'oublions pas que le courtier grossiste est soumis à de nombreuses réglementations, comme tout acteur économique, mais il entre précisément dans le scope de S2, de solvabilité 2, au sujet des sous-traitances, puisqu'il gère un certain nombre de délégations de gestion, et donc du coup, il peut être contrôlé par la CPR au titre de cette délégation de gestion, ce qui pouvait être utilisé à l'époque pour SFS, mais la CPR ne pouvait pas intervenir puisque SFS, rappelons-le, qui a été, après la réunion, s'est installé à Toulouse et quand la pression devient un peu forte, a migré au Luxembourg pour effectivement éviter clairement le contrôle un petit peu trop haut. Voilà. Et à côté de ça, donc on a S2 et la gouvernance produit de la DDA, la notion de co-concepteur est presque, je n'allais pas dire, c'est une notion que les courtiers grossistes assimilent, puisque c'est eux qui conçoivent de manière autonome, en lien, voilà, il y a toute une discussion juridique, mais le statut de co-concepteur peut être adapté à leur situation. Idem pour celle de responsable conjoint de traitement au titre du RGPD. Donc, voilà, je nuance juste un peu le propos en disant ce n'est pas un no man's land juridique, c'est extrêmement réglementé et souvent contrôlé. Mais si je peux me permettre, il y a quand même effectivement un potentiel conflit d'intérêt, on va dire, de mon point de vue, puisque le courtier, si le grossiste est un courtier, il est censé être mandaté par le client ou effectivement par le courtier apporteur indirectement.
Mais de l'autre côté, il est aussi mandataire de l'assureur. Et pour moi, la frontière se situe vraiment lorsque l'assureur lui délègue le pouvoir de souscription. Et donc là, on voit bien qu'il y a deux intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est un peu le débat civiliste du double mandat. Du double mandat. Dans la réalité, pour l'avoir au quotidien, oui, il faut se poser la question. Mais la réalité, c'est qu'ils exercent le job de courtier. Ils exercent le job de courtier. Je vous ai apporté une précision. À mes yeux, ce sont des courtiers au vu des définitions légales. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'aux yeux de la Cour de cassation, il y a une espèce de séquençage de l'opération et des responsabilités qui sont liées à la façon dont il y en a un qui s'occupe de la conception, il y en a un qui s'occupe de la distribution. Mais aux yeux du texte, effectivement, de S2, et à mes yeux, il n'y a pas de débat. Ce sont effectivement des intermédiaires et ce sont des courtiers. Mais j'allais dire, on a une espèce d'impression de train de retard de la Cour de cassation face à la complexité de ce régime. On sent que la CPR comprend mieux ce qui se joue que la Cour de cassation, si on est à dire, bon, bah, la co-conception pourra peut-être demain, effectivement, amener des jurisprudences plus nuancées sur cette question. Il y avait une jurisprudence, on le communiquera, c'était la Cour d'appel de Dijon, sur la question d'appréciation de la solvabilité, oui, qui avait fait une répartition responsabilité contractuelle pour le courtier direct, l'apporteur en relation avec le client, responsabilité délictuelle pour le courtier grossiste. Il avait dit, je vais du coup engager la responsabilité des deux, mais avec des fondements différents. Il n'y a pas eu de pourvoi, donc malheureusement, la Cour de cassation n'a pas profité de cette idée pour se prononcer. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'affiner cette jurisprudence. Oui. Elle est intéressante dans sa rugosité, j'allais dire, mais elle devrait être affinée parce que je pense qu'elle ne tient pas compte à la fois de l'évolution dont tu parles, et j'insiste, je suis persuadé que ce sont des intermédiaires courtiers, mais elle est un petit peu en retard sur la loi et sur les transpositions, notamment de la DDR. De facto, de mon point de vue, il y a ce que j'appellerais un trou dans la raquette de la chaîne des responsabilités au niveau du grossiste. De facto. Trou, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi la responsabilité est recherchée. Ça dépend pourquoi. C'est-à-dire que si c'est l'idée que l'assureur lui-même si vous avez un courtier grossiste qui est allé chercher un assureur qui savait notoirement insolvable, oui, là, oui, effectivement, il va si c'est pas ça le problème. On voit bien, enfin, les cas que vous avez évoqués sont clairement des problématiques d'assureurs qui ont été captifs de leur distribution. Un CDL dépendait totalement de SFS pour son développement. Oui, mais je pense que donc derrière, pour moi, c'est pas un trou réglementaire. Je pense que c'est pas un trou réglementaire, c'est parce que le trou réglementaire a été complété par POG, la gouvernance produit, par la responsabilité conjointe de traitement sur RGPD. Je pense qu'on en revient à un sujet de supervision. C'est le schéma, c'est comment on agit vite dans ces cas-là pour faire cesser la distribution. Je pense que voilà, c'est un cas, quand on dit marginal, le mot n'est pas adapté vu de quoi on parle, mais c'est une situation particulière. Et puis, attention à la qualification. Si on va chercher la responsabilité du courtier, attention à la façon dont on la met en cause, notamment dans les assignations. Si on commence à expliquer que tout ça, c'était intentionnel, volontaire, que ça a été organisé comme ça depuis le début, inutile de vous dire que les assureurs de responsabilité derrière, moi, je ne garantis pas faute intentionnelle, faute nocive. Donc, je pense que il n'y a pas de. Si vous voulez, ce qui est remarquable avec ce contentieux, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue et c'est vraiment à chaque fois du cas par cas. On a des tendances qui ne sont pas parfaites, mais qui devront être précisées, notamment par les jurisprudences dont on sait qu'on va les avoir. Elles vont arriver. Là, en 2021, 2022, on va avoir des décisions intéressantes. Quelques questions peut-être? Ça vous convient? Alors, on nous demande si un indicateur intéressant serait de connaître le taux de paiement sur recours des compagnies françaises auprès de MIC Insurance. Cet indicateur est-il consultable ou communiqué? Taux de recours? Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait obtenir. Un taux de paiement sur recours des compagnies. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait obtenir cette information. Une compagnie donnée pourrait, même si elle voulait le faire, ce serait très difficile parce qu'au bout de combien de temps, il faudrait l'étaler exercice par exercice. C'est la même chose, c'est la sincérité. Et à un moment, on va vous opposer la loi sur le secret des affaires. Donner des informations qui sont obligatoires de par l'effet de la loi, c'est une chose. Donner des informations qui sont susceptibles d'intéresser les concurrents, c'en est une autre. Après, ce n'est pas la bonne réponse, mais quand j'ai évoqué effectivement un comportement obstructif de certains assureurs, il y a un moyen de le déceler qui aujourd'hui, c'est relativement facile d'avoir accès à
toute la jurisprudence. Et quand on va sur les moteurs de recherche, moi j'ai utilisé Doctrine, il y en a d'autres, et que l'on tape un tel assureur et que l'on voit qu'il y a des positions jusqu'au boutiste qui sont tenues visiblement assez systématiquement, eh bien, on a le droit de se poser des questions. Ça, c'est des informations qui sont accessibles, mais il faut aller les chercher. Pourriez-vous dire que sur le marché de la construction, les acteurs historiques savaient très bien que le montage SFS-CBL Elite était voué tôt ou tard à la disparition, que ce n'était qu'une question de temps et qu'une chaîne de distribution malhonnête était parfaitement identifiée? Alors, oui, je pense qu'effectivement, la réponse est un peu dans la question. Je vais un instant faire effectivement les défenseurs, L'avocat des courtiers, puisqu'effectivement, Ludovic l'a évoqué, la CSCA avait déjà dès 2011, même peut-être encore avant, secoué le cocotier pour dire attention, attention. La difficulté qu'il y a eu, c'est que derrière, donc il y a eu cette idée, à mon avis, assez mauvaise de vouloir mettre en exergue le fait que le fonds de garantie, le fonds de garantie puisse intervenir ou pas soit le critère déterminant, de faire dire au fonds de garantie de l'assurance obligatoire français qu'il n'intervenait que sur des assureurs français, ce qui accessoirement n'est pas dans l'automobile. Bon. Et derrière, permettre à SFS de faire condamner la France devant la Cour de justice européenne pour concurrence déloyale. Et là, plus personne n'a pu oser rien dire pendant des années. Donc, c'est un petit peu... je pense que le message, l'alerte avait déjà été donnée. Cet événement, malheureusement, a, je dirais, passez-moi l'expression, cloué le bec vis-à-vis de SFS pendant des années, avant que le sujet, finalement... Mais je pense que les soupçons étaient là depuis longtemps. Et petite précision en termes de jurisprudence. On a quelques procès, quelques arrêts, plutôt d'ailleurs de cours d'appel, concernant la mise en cause de la responsabilité d'un acteur courtier, le plus souvent, pour ne pas avoir su anticiper une faillite ou une déconfiture d'une compagnie d'assurance. Elles ne sont pas si favorables que ça aux demandeurs. Pourquoi? Parce qu'on a des hypothèses où on demande la mise en cause d'une responsabilité liée à un contrat qui existait 5 ans auparavant pour une faillite qui existera 5 ans après. Les courtiers ne sont ni enquêteurs, ni régulateurs, c'est pas Madame Irma non plus. Donc, ils ne peuvent pas forcément anticiper, sauf à être dans une logique de participation à quelque chose dont on sait que de toute façon, ça ne marchera jamais. Donc, à nouveau, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que la simple faillite, c'est ce que je voulais dire, la simple faillite d'une compagnie d'assurance n'est pas en soi une faute des distributeurs. Il faut prouver plus que ça. C'est-à-dire que c'est que le début du raisonnement. Les décisions, notamment de cour d'appel, sont intéressantes puisqu'on rentre un peu plus sur les faits et le fond. Elles le montrent, elles le mettent vraiment en exergue. Oui. Elles le disent, attention, on ne l'apprécie pas le jour de la faillite, on l'apprécie le jour de la souscription. Et pour répondre à la question, aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais revenons 10 ans en arrière. Oui, il y a eu des alertes. Bon, il y a des alertes tout le temps, sur tous les sujets. Non, mais plus ou moins. Mais à l'époque, est-ce que c'était une évidence, une certitude que ça allait tomber? Je vais être honnête. Bon, les plus grands spécialistes disent oui, je l'avais prédit. Mais ce n'est pas si évident que ça. Et c'est vrai, je te rejoins, les juges du fond se placent au moment de la souscription et les condamnations ne sont pas si nombreuses que ça. Non, c'est-à-dire que c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe général de responsabilité. Ouais. Après, évidemment, si vous continuez à distribuer des polices dont vous savez par 15 canaux différents que l'acteur économique, compagnie d'assurance, elle est à l'agonie, oui, évidemment. On en revient au fond à cette idée de la commune renommée. C'est-à-dire que tout le monde savait que, bah oui, donc si tout le monde savait que, l'intermédiaire aussi. Mais cette idée de l'automaticité, liquidation ou faillite et responsabilité, non, c'est pas vrai. C'est plus subtil que ça. Et pour mémoire, hein, et tant mieux pour les intermédiaires français et leurs assureurs d'accès professionnel, mais pour mémoire, c'est quelque chose de totalement différent sur le marché britannique, par exemple, où, de manière certainement trop systématique, eh bien, les intermédiaires sont recherchés en cas de faillite des assureurs et ça a coûté des sommes astronomiques. Oui, peut-être aussi, je sais que le barreau de Londres avait eu
On en avait parlé. Le baron de Londres avait été un grand spécialiste des assureurs qui tombaient en faillite. Ah bon. Je crois qu'ils avaient changé 3 fois d'assureur et 3 fois ils s'étaient pris une faillite. Oui, tout à fait. Une question qui va sans doute vous faire sourire. Selon vous, que sont devenus les fonds liés au contrat souscrit chez Elite Insurance? Elite spécifiquement. J'en étais sûre. Ils vont bien. On peut dire que si ça s'est passé comme prévu, l'essentiel des fonds versés à Elite a été reversé à CBL, qui a été le réassureur d'Elite à 80% pour la quasi-totalité de la durée. Alors après, la question est où sont partis les fonds qui sont arrivés chez CBL? Ça, c'est une bonne question. Ça intéresse beaucoup de gens. Mais effectivement, il y a beaucoup d'argent qui a disparu en peu de temps. Les assureurs construction et la FFA ont longtemps alerté les pouvoirs publics sur ces chaînes de distribution. Est-ce que les enjeux en termes de techniques de BTP non courants, filières photovoltaïques, matériaux biosourcés, n'ont pas dissuadé les pouvoirs publics d'agir? On va poser la question au pouvoir public. J'en suis personnellement pas convaincu. Ce que par contre, moi, j'ai vécu pour l'avoir vécu avec des clients qui interviennent dans le domaine du photovoltaïque, c'est qu'assurer, par exemple, le photovoltaïque, c'est loin d'être simple en France. Je me souviens qu'on avait même dû fusionner une entreprise de photovoltaïque et une entreprise de construction pour pouvoir assurer. Donc, pour vous dire, je ne sais pas encore, effectivement, je ne suis pas sûr que... Il n'y a pas de certitude. Là, non, mais ce qui est important, c'est qu'il y a un besoin. Il y avait un besoin d'assurance et il n'y avait pas la réponse en face. La réponse adaptée, suffisamment adaptée, concurrentielle, qui permet effectivement de faire baisser les prix. Il n'y avait pas cette réponse-là. Donc, je renvoie à l'une des causes d'origine de la problématique. C'est aussi, ça fait partie de ces causes. Un problème de marché français. Je vais défendre un petit peu mes confrères quand même. C'est pas une attaque. Hein. Parce qu'il y a quand même eu donc, la souscription sur le panneau photovoltaïque n'a pas toujours été abominable. Au début, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont mal tourné. On a quand même eu beaucoup de sinistres. Donc après que le marché se soit réduit, c'est un petit peu normal. On peut continuer. Bon, ok. Eh bien, enchaînons. Alors, quelle solution? On n'a peut-être pas encore complètement fait le tour du sujet. Moi, je voudrais parler un instant, parce que c'est souvent cité dans les solutions possibles, et on va forcément tourner autour, le fonds de garantie. On imagine très souvent sur beaucoup de marchés que voilà, il y a des problèmes, il suffit de créer un fonds. D'ailleurs, accessoirement, c'est l'un des risques qui nous pend au nez à nous, assureurs, mais ça serait évidemment pas du tout responsabilisant. En attendant, pour le fonds de garantie des assurances obligatoires, auquel son fonctionnement a été modifié. Il couvre maintenant depuis le 1er juillet 2018 les assureurs, donc y compris en LPS, pour la dommage ouvrage du particulier, voilà, uniquement pour la dommage ouvrage du particulier, uniquement pour les garanties obligatoires et selon ses propres règles de fonctionnement. Donc, je le rappelle, voilà, 40 jours donc, pour les sinistres ou les faits dommageables, on va dire, survenus dans les 40 jours du retrait d'agrément, ce qui est sensiblement plus court qu'une durée de chantier, et pour les réclamations qui surviennent dans les 5 ans. Tout cela pour dire que le fonds de garantie ne sera absolument pas la panacée, ni en France ni ailleurs, et ça peut être une poire pour la soif dans certains cas, mais ça n'est absolument pas une réponse à mon sens. Honnêtement, le temps que le dossier nous arrive, avec les délais et les conditions particulières, quand on reçoit ces dossiers-là, on a déjà exposé les délais. Donc, voilà, on arrive après la bataille en ce qui concerne le fonds de garantie. Pour les déos, par exemple. Mais par rapport aux réponses, il y en a deux. Il y en a une qui me tient à cœur et l'autre sur laquelle je souhaiterais répondre, qui est l'autorégulation. La question de la supervision, qui est centrale. C'est la pierre angulaire du dispositif. Et tu l'as dit à juste titre, c'est que le marché européen de l'assurance n'est pas abouti du tout. Du tout. C'est-à-dire qu'on a un système de passeport européen LPS-LE qui fonctionne, mais on va dire que la réglementation prudentielle est harmonisée.
S2. La réglementation de la distribution est harmonisée. DDA. On met dessus le processus Lamfalussy, qui est la façon de fabriquer la norme financière, qui fait que c'est extrêmement contraignant. Certains disent antidémocratique pour les législateurs nationaux. Voilà, la marge de manœuvre se réduit. Le problème, c'est que c'est déjà très bien, mais les marchés nationaux sont particuliers. Le marché français est hyper particulier. Spinetta, on va sur d'autres modèles d'Inter, il y a des lois successives qui sont plus… En fait, un de mes professeurs disait on ne fait plus de l'assurance, on fait du droit de la garantie. Oui, comment payer la victime? Comment payer rapidement la victime? Donc, c'est des marchés qui sont difficiles à pénétrer. Il faut une connaissance du marché. Et j'ai été volontairement provocateur en parlant de supervision unique, en disant mécanisme de supervision unique comme dans l'union bancaire, c'est-à-dire qu'on a un superviseur qui est à Francfort et qui supervise, mais vraiment pour le coup de manière contraignante, et qui, c'est pas contraignant, c'est coordonné les superviseurs nationaux, ACPR et autres. Et bon, le MSU, il a fallu la crise de 2008 pour le créer. La LPS est une crise grave, ce n'est pas la crise de 2008. Donc, le choc n'est pas suffisamment violent. Moi, j'ai l'intime conviction qu'un MSU pourrait, in fine, avoir du sens, surtout si on va vers des concentrations massives des acteurs. La vérité, c'est qu'il faut une supervision qui est mieux coordonnée, plus rapide. C'est-à-dire que j'ai souvent entendu dire ce qui se passe en LPS construction en France, c'est de la faute de la CPR. Non, parce que malheureusement, la CPR n'avait quasiment aucune marge de manœuvre. Aucune marge de manœuvre. On a, alors certains peut-être s'en plaignent des fois en disant c'est justement un peu trop, mais on a un système de supervision très efficace en droit français. Pas pour rien que les deux anciens secrétaires généraux sont montés au MSU pour en prendre la tête à tour de rôle. Donc je pense que supervision unique, malheureusement la crise n'est pas suffisamment violente pour y pousser. Espérons qu'il n'y en aura pas d'autres, mais supervision mieux coordonnée. Sur l'autorégulation du courtage, c'est dommage que Florent soit… Oui. Un petit mot, si tu me permets, sur la supervision. Bon, je te rejoins, bien sûr. Hein, mieux, plus ça sera coordonné, mieux ça sera. Maintenant, on voit bien que le problème va plus loin que l'Europe. CBL est un acteur néo-zélandais. Pourquoi est-ce qu'il a pu faire, sous-provisionner à ce point? Eh bien, c'est parce qu'il y a une différence fondamentale même dans la régulation néo-zélandaise, c'est que les assurés ne sont pas des créanciers privilégiés. Ils sont des créanciers comme les autres. Donc, le régulateur néo-zélandais, il a un light touch, comme disent les Anglais. Il ne se sent pas du tout stressé par le sujet comme la CPR. Et il n'y a rien qui empêche que d'autres schémas de ce genre voient le jour demain, même si on avait une supervision mieux coordonnée en Europe. Donc, je pense qu'on n'échappe pas à creuser le sujet qu'on nécessite. Je pense que juste un petit mot, je pense que le superviseur d'accueil, du pays d'accueil, devrait avoir un droit de regard beaucoup plus étendu, beaucoup plus précis sur les notions de supervision prudentielle, d'agrément, etc. Je pense qu'il y aura un accès au dossier plus détaillé. Juste pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup de politique et beaucoup de diplomatique dans la façon dont on laisse chaque superviseur mettre chez soi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de dire aux gens, écoutez, de toute façon, chez vous, faites ce que vous voulez, pas ce que vous voulez, mais enfin, vous devez appliquer ces règles-là, mais on ne viendra pas vous embêter si vous les appliquez un peu différemment. Et c'est ça le problème. Je pense que l'idée de faire un superviseur de superviseur ou d'une supervision centrale réglerait 80% du problème. C'est-à-dire que là, pour le coup, on parlait de trou dans la raquette. Si vous avez une supervision unique, déléguée, coopérée, vous l'appelez comme vous voulez pour respecter les sensibilités locales, là, effectivement, les règles du jeu seront les mêmes pour tous. Mais c'est comme quand on discute avec, si vous voulez, nos amis américains, et on discute effectivement de tarifs douaniers. Eux, ils se disent, nous, on a le droit de faire ça, mais nous, on n'a pas le droit de faire la même chose. Voilà, on est dans cette même logique-là. Et ça, on repose à nouveau la question de l'Europe est-elle économique ou est-elle viable économiquement tant qu'elle ne décidera pas d'être une Europe politique, qui suppose une logique politique commune. Ça va te prendre une génération. Oui, mais quand je dis que je suis pour cette construction européenne… Et quelques crises. Oui, mais on paye le prix d'une logique économique et voire d'une certaine forme de naïveté. Une autre piste, à mon sens, toujours pour parler des régulateurs, ça serait de dire quand on a, et on a évoqué plusieurs des schémas évidents où l'activité principale de l'assureur n'est pas sur son marché, mais bien dans le pays d'accueil, oui, là, on pourrait imaginer que le superviseur local
Et les droits de regard, voire de régulation. Les derniers textes l'autorisent, enfin, c'est moins, c'est pas. C'est pas aussi. En plus, les textes sont assez mal rédigés. Je pense que les IOPA aujourd'hui jouent un peu plus ce rôle de coordination globale. Non, mais le superviseur, un super superviseur. Sur l'autorégulation, j'ai une pensée d'ailleurs pour Florent qui va être là avec nous, oui. Qui a rédigé un article où l'autorégulation est présentée comme la solution à la crise de la LPS. En ce sens que les associations professionnelles contrôleraient tout ça et les pratiques commerciales de leurs adhérents. La réponse est, et ce n'est pas une réponse politique, hein, c'est une réponse juridique, la réponse est non. La réponse est non, et un non certain, puisqu'il suffit de regarder les articles combinés 12, 3 et 10, 12, 3 et 10 de la DDA. La DDA dit que l'autorité compétente, c'est l'autorité nationale, la CPR, elle peut déléguer à des associations professionnelles, c'est le cas de l'ORIAS, le contrôle des conditions d'accès, capacité professionnelle, honorabilité, garantie financière, RC Pro, mais elles ne peuvent en aucun cas déléguer le contrôle des pratiques commerciales. En aucun cas. Pour des questions de conflit d'intérêts, pour des questions de... C'est très clair. Donc, les associations professionnelles qui se créeront ou pas, on verra, ne pourront pas contrôler ces schémas-là et ne pourront pas. Je dirais même que le risque, c'est que ça favorise la LPS, puisqu'on ne pourra pas l'imposer à des acteurs européens, sinon ce serait une frontière au marché unique. Oui, parce que maintenant, on a plusieurs grossistes qui sont implantés hors de France et qui interviennent que sur le marché français. Voilà. Mais juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que l'autorégulation est un instrument, mais ce n'est pas la panacée. C'est-à-dire qu'on essaye de supprimer des différences au niveau national entre les superviseurs. Ce n'est pas pour recréer au niveau des associations et selon leur façon d'exercice les rapports de force internes. Bon, on ne va pas créer un problème alors qu'on est en train d'essayer de le résoudre. Donc je pense que il faut un régulateur, il faut un pouvoir central qui donne des règles du jeu claires, accessibles, et sur lesquelles on n'est même pas à discuter. Et là, il n'y aura plus de procès. Un petit mot peut-être sur la position des assureurs, puisque la FFA s'est exprimée, donc il y a un position paper à destination de l'EIOPA sur la problématique de la LPS en mai 2019. Bon, ce position paper, il évoquait un certain nombre de pistes, de propositions qui me semblent personnellement très constructives. Bon, il citait déjà une coordination accrue entre régulateurs. On voit que ça commence déjà à être un fait. Dans les autres pistes qui étaient proposées, le fait d'utiliser des signaux faibles, des early warning indicators dans le texte original, de situations pouvant dégénérer. On avait une question sur les critères tout à l'heure. Ben voilà, on voit bien qu'on est toujours en train de tourner autour du même sujet, mais aussi renforcer le contrôle des agents souscripteurs. Là, on revient sur ce sujet-là. Ou encore un code de conduite pour la distribution des contrats en LPS. Et pour finir, renforcer le qui fait quoi, l'identification de qui fait quoi dans la chaîne de distribution. Et ce position paper, à ce jour, à ma connaissance, n'a généré aucune réaction, ni à l'EIOPA, ni de la part des instances interprofessionnelles de la distribution, ce que personnellement je regrette, parce que je pense qu'il y a là une opportunité à saisir pour avancer dans le sujet. Alors, juste pour donner un mot, moi qui ai plutôt l'habitude de taper sur la CPR et de dire qu'elle se prend pour la Cour de cassation, ce qui est vrai, donc je suis encore des amis aujourd'hui, il faut reconnaître que si vous voulez, depuis la crise et depuis justement les remontées de critiques qui lui ont été faites, elle surveille, je peux en parler parce que c'est des dossiers et des clients, je ne donnerai pas le nom évidemment, mais il y a des demandes d'informations qui sont assez constantes et assez intrusives de la part de la CPR, pour savoir combien de contrats, les engagements, les limites d'engagement. Donc, il y a un vrai devoir de s'informer au niveau de la CPR pour éviter de voir réapparaître un problème encore plus massif que ce qu'on envisage là actuellement. Donc, ils travaillent sur le sujet, on va dire de façon peut-être plus souterraine, mais pour voir ce qui est demandé, oui, ils le font. Je pense que... Oui, je confirme. Et donc, si on veut parler du devoir de conseil du distributeur, on en a un petit peu parlé déjà. Ben, il faudra trouver un autre chemin juridique pour accrocher la RC des intermédiaires, de tous les intermédiaires,
La Cour de cassation vise sur un système qui est un système au fond séquentiel. C'est toi tu fais ça, toi tu fais ça. Donc toi tu es responsable, puis toi tu n'es pas responsable. C'est plus subtil que ça. Je pense qu'il n'y a pas. On est vraiment dans un problème très particulier de droit de la responsabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude sur les principes de responsabilité. Tout dépend au fond de la façon dont ton produit a été conçu, avec qui, comment il a été contrôlé, comment il est présenté, comment il est distribué, le suivi derrière. Enfin, il n'y a pas une hypothèse de responsabilité. Donc c'est vraiment, il y a une casuistique qui me semble assez remarquable sur ce type de contentieux. Donc oui, le devoir de conseil, oui, c'est une façon d'avancer, évidemment. Mais je vous dis, c'est pas aussi systématique que ce qu'on pense. Clairement, c'est pas. Et tant mieux d'ailleurs. Effectivement, on ne peut pas tout mettre sur le dos des distributeurs. Personnellement, je vois une évolution sur un sujet qui est il y a beaucoup plus d'informations accessibles aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et or, le courtier, pour être le guide sûr et le conseil éclairé, donc, il doit s'informer pour informer. Et donc, je ne pense pas qu'il puisse se mettre des lunettes noires et dire mais ce n'est pas mon travail de m'informer sur la solvabilité d'un assureur. Personnellement, je ne le pense pas. Oui, mais auprès de quelle source? Selon les informations disponibles. Je rappelle je ne saurais pas dire quelle jurisprudence, mais on a une jurisprudence où le tribunal est allé chercher les rapports SCR de l'assureur pour établir quelle information était disponible à l'époque. D'accord. Et donc. Non, mais le problème, c'est que si moi je suis demandeur dans un dossier comme ça et que je dois prouver qu'un courtier savait que tel assureur était en situation difficile, comment je vais le prouver? Je supporte charge et risque de la preuve, donc il va falloir que je démontre qu'au niveau de tel groupement, de telle société, dans tel colloque, on a laissé entendre. C'est pas simple. C'est-à-dire qu'à nouveau, je dois le prouver, ça. Il s'agit pas. On en revient à l'idée que la disparition d'une compagnie ou son incapacité à honorer ses engagements ne suffit pas. Alors, ça dépend s'il le fait 100 fois et que c'est devenu totalement notoire. Mais en tout cas, pour les premières hypothèses, c'est pas si évident que ça. Et la jurisprudence va plutôt, pour te rejoindre, sur la diligence, les diligences normales. Oui, c'est le bonus pater familial, oui, bonus pater courtier, je ne sais pas comment on va dire. Voilà. Court arrêt, voilà, ça me revient. Bonus pater court arrêt. Qui, en fait, sur les diligences normales, c'est une forme presque d'évidence. Et c'est là où la fiabilité de la source. Si le superviseur dit rien, la source officielle, c'est le superviseur. Pourquoi effectivement on n'arrivait pas à obtenir à un niveau soit national, soit européen, le fait que il y ait des listes, on a des listes grises ou des listes noires de clauses quand on nous dit que c'est telle ou telle clause, elles sont abusives ou pas. Pourquoi le régulateur français n'a pas une liste noire ou une liste blanche d'un certain nombre, une liste grise d'un certain nombre de courtiers? Vous savez, les assureurs, par exemple, utilisent la réassurance, c'est bien connu. Tous les assureurs dignes de ce nom ont leur propre liste où un réassureur est acceptable ou pas, selon des critères précis. Mais si je reste dans le monde caché et feutré de… Non, mais ça, si je… Et soyons très clairs, les très grands courtiers qui ont accès à toutes les informations qu'ils veulent savent très bien faire la part des choses et ne vont jamais aller se mettre avec un assureur exotique, pour reprendre cette expression passée, parce qu'ils savent très bien à quoi s'en tenir. Donc, pour moi, c'est encore une fois un problème d'accès à l'information. Tu l'as dit, des très grands courtiers. Oui. Non, mais… Qui sont, je ne sais pas où on va mettre le curseur, mais 20, 15 même sur le marché, sur 24 000. D'où l'importance, c'est ce que tu indiques, des initiatives privées, c'est-à-dire comment faire en sorte que cette information, sans qu'on passe notre temps à recevoir des procès aussi, on doit pouvoir exprimer les inquiétudes qu'on peut avoir sur telle opération sans se prendre des mises en demeure recommandées. On ne parlera pas d'un certain nombre de choses sur le mode oui, mais dans votre site, vous m'avez dit que, alors que je vais bien. Donc, il faut être prudent, il ne faut pas diffamer, il ne faut pas sous-entendre, il faut travailler uniquement. Ça serait bien que des organismes privés naissent, se chargent de collationner des informations qui sont effectivement assez disponibles. Et on aurait, après, ça posera des questions de responsabilité. Oui, bien sûr, mais là, c'est l'organisme d'information qui reçoit. Oui. On peut citer quelques exemples. J'en vois au moins deux. Il y a une structure de conseil qui s'appelle Verifimo, qui travaille essentiellement pour les banques,
les banques prêteuses qui veulent s'assurer que leurs clients, donc dans le cadre d'un achat de construction, ont un assureur dommage-ouvrage sérieux, solvable. Donc, Verifimo fait un travail de vérification, je dirais, sur le plan procédural et de plus en plus sur le plan financier et professionnel. Et a commencé à interroger tous les assureurs construction intervenant sur le marché français pour mieux instruire les demandes. Je dois rajouter que malheureusement, il semblerait que les grands assureurs français ne soient pas les plus rapides à répondre aux questions de Verifimo, ce que je trouve personnellement dommage, puisqu'on tirerait, là, encore une fois, les pratiques vers le haut. Mais ça montre bien, là aussi, un besoin et une manière d'y répondre. Alors, avec à nouveau la limite du système, moi je me souviens en 2008, sur les subprimes, je crois me souvenir qu'AIG était triple A en agence de notation. Mais personne ne dit qu'il n'y a pas de système parfait. Mais fermer les yeux n'est pas une solution. Je suis d'accord. La question, c'est de trouver un système qui fonctionne, qui soit informatif et qui ne soit pas biaisé par des conflits d'intérêts. Donc, ce n'est pas évident. Même si c'est imparfait, les agences de notation ont un système qui répond à ces... Je trouve que le système de base des agences de notation, si j'ai bien compris, c'est que c'est soi-même on doit payer soi-même pour être. Oui, mais elles sont indépendantes. Ouais, elles sont aux États-Unis réfugiées derrière oui, enfin bon. C'est un peu curieux quand même de payer soi-même pour être évalué. Enfin, j'ai un peu. Regardons les notations en 2007, notamment aux États-Unis, et puis on voit ce qui s'est passé en 2008. Ah bon. Non, mais il n'y a pas de système parfait. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une matière vivante, complexe. Gardons-nous d'avoir des solutions qui soient tout de suite et simplicides. Il n'y en a pas. Par contre, il est clair que le système ne peut pas rester là parce que ça va se payer dans le prix de la souffrance et de la douleur de centaines de milliers de nos compatriotes. Et ça, c'est pas possible. Tout à fait. Alors, je vais en citer une deuxième. Donc, c'est la société Castom, qui est donc une société d'actuariat qui s'est donné pour tâche donc une entreprise à mission, qui s'est donné pour tâche de mieux éclairer autant que possible les assurés sur la solvabilité des assureurs, de tous les assureurs, donc notamment beaucoup d'assureurs français. Et pour ce faire, qui épluche les rapports de solvabilité des uns et des autres et qui peut trouver des biais, on va dire, parce que même cette méthode laisse une vaste latitude d'interprétation et donc il arrive comme cela à mieux qualifier la solvabilité des assureurs. Et là aussi, ça me semble personnellement aller dans le bon sens d'éclairer les acteurs sur la solvabilité des acteurs. Parfaitement d'accord. Bon. Alors, simplement qui va payer la consultation effectivement, mais bon, il y a d'ores et déjà des structures interprofessionnelles qui s'y intéressent. Qu'est-ce que je crois ça? J'en cite une dernière, mais celle-là, elle est tout à fait bénévole. C'est le propre groupe de discussion que j'ai fait sur LinkedIn depuis 3 ans, Watch, qui essaye d'éclairer le sujet, parce que encore une fois, on voit bien qu'il y a des besoins. C'est imparfait et ça mériterait mieux, mais si déjà ça peut apporter de l'information. Il y a déjà quand même 1500 sur le groupe, c'est que le sujet intéresse. Je te confirme. Peut-être des questions? Il y a une question pour vous, justement. Est-ce que le positionnement des acteurs LPS n'a pas été, en fait, n'a pas permis, en tous les cas, de soulager les assureurs traditionnels de ces risques-là, ou, en tous les cas, de ces risques trop chers, en tous les cas, pour eux? Bon, on peut... Clairement, c'est vrai que Ludovic l'a évoqué, il y a une période où le marché de la construction était très dur. Donc, c'est vrai qu'il y avait des profils de risque qui trouvaient difficilement à s'assurer auprès des acteurs traditionnels français. Et effectivement, des gens comme SFS ont pu en profiter. Maintenant, on est allé bien au-delà, puisque voilà, SFS a capté plus de 100 millions de primes des années durant. Et ils sont allés assurer des risques qui n'avaient absolument pas de problème d'offre. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils aient juste soulagé les assureurs traditionnels. Ça va bien au-delà.
Une dernière question concernant la CPR. Entre renvoyer Millennium au tapis, je cite, ou envoyer 60 000 contrats en déshérence, comment arbitrer? Comment doivent-ils arbitrer en tous les cas? Bonne question. Si on se met à la place de la CPR, Oui, la CPR, bon, puisque Millennium a demandé un agrément donc, auprès de la CPR depuis ce printemps, sauf erreur. Et ben, pour l'instant, on est toujours en attente. La CPR, à mon sens, ne pourra donner d'agrément que s'il est raisonnablement convaincu de la saine solvabilité de Millennium. Je ne vois pas comment est-ce que la CPR pourrait faire un arbitrage politique là-dessus. Ça serait... C'est ce que j'allais dire. Je ne vois pas la CPR faire de la politique. Ils ne sont pas particulièrement délicats quand ils doivent agir. On l'a vu, par exemple, sur tout ce qui concerne le démarchage téléphonique. La DGCCRF actuellement continue sur un certain nombre de courtiers, mais la CPR, on l'a vu quand ils sont allés jusqu'au Maroc pour sur des call centers. Ils ne font pas de diplomatie. Ou vraiment très peu. Au contraire, ils ont tendance à être assez durs et on le voit sur le montant des condamnations. Donc je rejoins cette analyse. C'est-à-dire que ce n'est pas une logique de diplomatie qui va les guider. On a fini avec les questions. Bon. Écoutez, on va essayer d'éclairer le sujet. Je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé la solution. Je pense, On se revoit dans 2 ans. La suite de la suite. Oui, peut-être avant. Peut-être avant, parce que malheureusement, des risques existent. Oui. On n'est pas à l'abri d'autres acteurs qui puissent venir à défaillir, et Dieu sait qu'on ne le souhaite pas. Mais c'est pour ça que pour moi, il est extrêmement important que les différentes parties prenantes s'emparent du sujet et essayent d'apporter éclairage et solutions. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup de votre attention et excellente soirée.